et merci d'être avec nous sur France 3 Alsace. La Voix est libre vous emmène aujourd'hui sur les traces du loup. Le loup qui a signé son retour dans le massif des Vosges. Un loup qui fascine, un loup qui inquiète également, un loup qui bouscule et interroge la relation de l'homme à la nature. Pour les spécialistes, la présence du loup dans les Vosges n'est pas vraiment une surprise, c'est une demi-surprise, mais les attaques des brebis perpétrées cet été, notamment sur le plateau lorrain du massif des Vosges, ont forcément marqué les esprits. Alors avec moi sur ce plateau, deux invités. Je vous présente Stéphanie Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du suivi du loup pour le GEPMA, qui est le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace. Deuxième invité, Pierre Singer, bonjour. Vous êtes le co-directeur du parc animalier de Sainte-Croix, un parc côté lorrain et qui accueille et étudie 3 meutes de loups. On en parlera tout à l'heure. Avant la discussion, place au reportage sur les traces du loup des Vosges. C'est un magazine de Marie Pouchin et Jérôme Gosset. À tout à l'heure. Alors, Mini-loup à l'hôpital. Oh là là, t'as vu, il est sur son lit d'hôpital. Il avait disparu de la région depuis un siècle. Sans jamais vraiment se faire oublier, le grand méchant loup s'est transformé petit à petit en copain de classe un peu maladroit. N'aie pas peur, mon petit. J'ai même pas peur, parce que c'est pas peur, et parce que c'est pas trop peur, et parce que c'est tout. Le loup est de retour. Pour les uns, c'est une chance pour la biodiversité. Nos voisins européens ont appris à vivre avec. Pour les autres, c'est un cauchemar éveillé. 88 carcasses depuis le mois d'avril dans les Vosges. La guerre est déclarée. Chaque matin, c'est la même corvée. Jean-Yves Poirot grimpe dans ses enclos, la boule au ventre. Tous les matins, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Là, on a la chance, il n'y a rien eu. Mais quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il va revenir, on ne sait jamais. On vit dans la peur tout le temps, quoi. Mais la nuit, on dort mal, on fait des cauchemars. Voilà, quoi. On rêve qu'on voit des carcasses partout. Quand tu es assis au milieu du lit, tu te réveilles. Non, c'est bon, il n'y a rien. Enfin, c'est... Voilà, quoi. 16 attaques à lui tout seul, une trentaine de brebis et un poulain massacrés. Depuis le printemps, le loup a mangé 10% de son cheptel. Triste record dans les Vosges. La commune est au cœur de son territoire. Donc quand il revient d'un côté ou de l'autre de la commune, il repasse par chez moi. Donc voilà, quoi. Et le garde-manger est ouvert, donc il tape dedans, quoi. Il a beau être indemnisé une centaine d'euros par bête, le loup lui coûte cher. Moutons stressés, blessés dont il faut s'occuper, et les plus jeunes à préserver, coûte que coûte. Une partie des agneaux a été rentrée 1 mois et demi plus tôt que prévu, parce que on avait trop peur que le loup les mange. Donc ils sont rentrés en bergerie au mois de juillet, mi-juillet, alors que normalement c'est fin août. Et pendant 1 mois et demi, ils n'ont pas profité de l'herbe, mais ils ont déjà mangé du fourrage, quoi, malheureusement. Dans une année comme cette année. Le loup lui mange aussi tout son temps. 3 heures par jour à compter les moutons de chaque côté de la vallée. Il faut tenir le rythme encore 2 mois, jusqu'à ce que l'ensemble des brebis rentrent passer l'hiver à la bergerie. Voilà le seul cliché certifié du prédateur dans les Vosges. C'était début juillet au col du Bonhomme. Les spécialistes sont formels, avec son masque blanc et ses liserés noirs sur les pattes. C'est un mâle alpo-italien à l'identique de celui-ci. C'est le loup qui a remonté toute l'Italie depuis les années 70, puisqu'il a été protégé là-bas en premier. Donc il est arrivé fin des années 80, début des années 90 en France, donc c'est 92 son retour officiel. Et depuis, en fait, il recolonise ses anciens territoires, parce que les jeunes, en fait, ont une capacité de dispersion vraiment très grande. C'est-à-dire qu'ils vont partir d'un territoire et ils vont parfois parcourir 50, 60, 70, voire 100 km avant de trouver un territoire propice à leur installation. Ici, les loups dévorent 25 kg de viande 3 fois par semaine. À l'état sauvage, l'animal jeûne des jours entiers jusqu'à ce qu'il trouve une proie. Sa chasse est toujours opportuniste.
Un cerf malade, des moutons parqués, il traque les plus faibles. Il réfléchit en termes de simplicité, c'est plus facile d'aller chasser l'animal domestique. Aujourd'hui, le loup nous donne une seconde chance d'apprendre à cohabiter avec lui, de vivre avec lui. Ça va demander quelques efforts, puisqu'effectivement, il n'hésite pas à venir manger dans nos troupeaux de moutons. Maintenant, le jour où il comprendra que ces troupeaux de moutons sont plus difficiles à chasser que les animaux sauvages, il ira jouer son rôle de chasseur sanitaire dans la nature, et c'est ce qui en fait toute son utilité. Ça vit jusqu'à quel âge à peu près? Donc 7 à 8 ans dans la nature et 12-13 ans en captivité. Est-ce que ça attaque l'homme? Au final, on a beaucoup plus de chances de mourir dans un accident de voiture, de se faire attaquer par un chien errant, que de se faire attaquer par le loup. Au parc de Sainte-Croix, certains paient 300 € pour réaliser leur rêve d'enfant, dormir avec les loups juste une fois. C'est extraordinaire, on pourrait presque les toucher. La tanière du parc est déjà réservée jusqu'en 2013. Le loup est revenu naturellement dans les Vosges, là où il était encore il y a 100 ans. Ah, c'est par là? Oui, c'est par là la bière du loup. Thomas Pfeiffer est un chercheur de loups à sa manière. Il sillonne l'Alsace depuis des années sur ses traces. Beaucoup de villages gardent une légende bien vivante. Ici, à Orbey, l'historien se laisse guider par les natifs du coin. Direction la Pierre du Loup. Ah, c'est dans le coin là. C'est juste un peu plus loin la pierre. Donc là, on a un peu une histoire à la Rémus et Romulus finalement, du loup qui recueille des enfants. Qui n'a pas nourri l'enfant, mais qui les a protégés du froid, puisque dans la grotte, il y avait de la mousse. D'accord. Donc ça ressemble un peu à une tanière finalement à l'intérieur. Vous allez voir ça, on va découvrir. De cette légende de la Pierre du Loup est née une autre croyance. Jusque dans les années 50, les plus jeunes déposaient encore un peu de sucre devant leur fenêtre pour avoir une petite sœur. Et ça a marché, puisque j'ai eu 3 petites sœurs qui sont venues et qui ont soi-disant été déposées à la Pierre du Loup. Donc elle est où cette pierre? À la recherche du moindre indice en Wolf, l'historien retrace l'épopée du loup alsacien. Un loup à la croisée des cultures françaises et germaniques, jamais complètement banni. Et le loup, c'est un animal sombre, sanguinaire dans la légende, mais c'est aussi un animal qui apporte la lumière. À partir de Noël, il y a une période de 12 jours qu'on appelle le temps du loup, le Wolfszeit en Alsace, et on faisait par tradition, pendant ce mois du loup, des gâteaux en l'honneur du loup, pour espérer que le printemps allait apporter de bonnes récoltes et que les enfants allaient naître aussi, effectivement, de manière nombreuse. L'Alsace était alors une terre à loups, jusqu'à 200 spécimens du Moyen-Âge au XVIIe siècle. Sur les pas du loup, direction le Jura. Un moment, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage se sont demandé si le loup des Vosges n'avait pas étendu son terrain de chasse jusqu'ici. Ça a commencé à Fontaine-Villers, la première attaque où il était photographié. Ensuite, il est parti de l'autre côté de la forêt domaniale de Lovier, sur l'hébergement du Navois, Cruz-Mugette, et il est revenu sur Chapelle-du-Vin pour on va dire 90% de ses attaques. Une attaque simultanée dans les deux massifs a fini par lever le doute, mais le prédateur du Jura lui ressemble trait pour trait. C'est un cousin alpin. Surtout, je cherche les poils, parce qu'on sait que le loup est susceptible de passer par là, et on aurait pu retrouver des poils sur les barbelés. Et là, il n'y a absolument rien du tout. On va récolter les poils, éventuellement pour faire la génétique, parce qu'on voudrait bien savoir finalement d'où il sort. Peut-être d'ailleurs que dans notre base de données de génétique, on l'a déjà. Pour en savoir un peu plus, les agents déplacent régulièrement leur piège photo de quelques mètres, car le loup est malin, il s'est fait flasher 5 fois, jamais sur le même appareil. Alors on veut s'assurer qu'il est toujours tout seul par la suite dans nos photos. On voudrait pouvoir également identifier ce qu'on n'a pas pu faire maintenant, assurément que ce soit un mâle ou femelle, et qu'il ne soit pas un jour suité, qu'il ait des jaunes. Et s'il est toujours dans le secteur, c'est pas parce qu'il n'y aura plus de prédation qu'il ne sera plus dans le secteur. Et comme c'est son secteur favori,
Donc on va continuer à poser nos pièges photos de cette façon-là. Comme dans les Vosges, le loup a trouvé ici une niche écologique parfaite, avec des moutons tout autour de lui dans des pâturages dispersés, bien difficiles à surveiller. Donc il a le garde-manger, il a peut-être, à la différence des Alpes, un peu moins de tranquillité parce qu'on a quand même des territoires un peu plus morcelés, un peu plus urbanisés. Et puis il faudra peut-être attendre quand même de passer l'hiver pour pouvoir dire il a vraiment sa place, il a tout ce qu'il lui faut. Quand il n'aura plus que les chevreuils et les chamois, quelques autres proies à grignoter, peut-être qu'il dira on va aller chercher ailleurs parce qu'on n'a pas assez pour vivre ici. En attendant la trêve hivernale, les éleveurs du Jura ont le droit de tirer sur le loup, pas les Vosgiens. Car la première photo officielle a été prise trop tard, 3 mois après la première attaque, contre 3 jours dans le Jura. Le droit de tuer est très réglementé. Le loup est une espèce protégée. La réglementation internationale, il y a les forces militantes environnementales qui souhaitent qu'il s'installe. Et puis il y a la réalité sur le terrain. Et ça s'affronte un peu. Et je pense que de ce point de vue, le préfet n'a pas tout à fait tranché. Il aura fallu 5 mois dans les Vosges pour que le préfet autorise le tir d'effarouchement, un simple tir en l'air, un coup pour rien pour les élus de la vallée. On a un massif qui n'est plus adapté pour accueillir ce prédateur. Il l'a peut-être été il y a un siècle et encore. Ils l'ont éliminé, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, c'est clair. Le choix, il est entre l'élevage traditionnel et la présence du prédateur. Il n'y a pas d'alternative entre les deux. Éleveurs en voie de disparition contre espèces en voie de disparition. À Cornimont, Jean-Baptiste Mangel a perdu 6 ovins. Pour lui, c'est déjà trop. Cette année, il a quitté son mi-temps-nuit pour se consacrer exclusivement à son élevage. Disons, bon, ça dépend de quel côté on se tourne, hein. Bien entendu. Vous, par exemple, je comprends très bien que oui. Vous ayez des griefs, hein, tout à fait, oui. Et que ça ne vous plaît pas tellement. Hein. Ça, je le comprends très bien. Hein. Nous, ça ne nous gêne pas dans la mesure où on ne subit rien de sa part. Oui, bien sûr, oui. Donc, on voit ça d'une manière un peu plus neutre. Hein. Oui. Mais c'est sûr que oui, il ne s'attaquerait pas à mes troupeaux. Oui. Je ne vais pas jusqu'à dire que je verrais ça d'un très bon œil, mais enfin, il ne me dérangerait pas, quoi, voilà. Le loup a-t-il oui ou non un avenir dans les Vosges? Faute de réponse claire, l'État accompagne les éleveurs attaqués. Il finance notamment à 80% cet aide-berger qui partage son temps entre les 5 exploitations du secteur. Mon boulot, c'est de faire des tâches, les tâches quotidiennes qu'ils font. Donc, c'est-à-dire remplacer le temps perdu, passer après la recherche du loup, quoi, en gros. Un coup de main précieux, mais pas de vraie solution. Sans chien patou ou cerbère pour se protéger du loup, l'éleveur ne peut compter que sur son imagination. Lui, pomponne ses moutons. Allez. Donc, en ayant plusieurs animaux qui sont aspergés comme ça de déodorant, si le loup se promène, il va sentir l'odeur, il va se dire il doit y avoir quelqu'un à ce moment. À plus forte raison, en sentant que l'odeur se déplace, etc. Et j'espère qu'il n'attaquera pas mes animaux, quoi. Des mesures de protection qui paraissent bien dérisoires. Mais tant que le loup n'y est pas, à Cornimont, les arbres continueront à chanter. Excellent. Le retour du loup dans les Vosges, on en parle dans La Voix est libre aujourd'hui avec nos 2 invités. J'ai envie de vous poser à l'un comme à l'autre une première question. Alors ce retour du loup dans les Vosges, surprise, pas surprise, bonne nouvelle? C'est purement quelque chose qui est dans l'ordre de la dynamique naturelle du loup. C'était attendu depuis très longtemps. Donc c'est plutôt quelque chose de très très naturel et qui était très attendu. C'est vrai que vous représentez aussi les défenseurs de l'environnement, le groupe d'études de protection des mammifères d'Alsace. Vous avez un regard suivi sur le loup au niveau national aussi? Oui, je suis chargée de mission pour la Fédération France Nature Environnement. Donc je suis chargée des dossiers grands prédateurs à l'échelle nationale. Donc on a vu le retour du loup dans le Mercantour et à partir de ce moment-là, on pouvait effectivement s'attendre à ce qu'il reconquiert naturellement ses anciens territoires. Donc on est dans un phénomène naturel qu'il sera très difficile d'arrêter.
C'est clairement une bonne nouvelle pour vous. Pierre Singer, vous, les loups, vous les voyez, j'allais dire au quotidien, parce que vous en avez à domicile, 3 meutes au niveau du parc. Alors pareil, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous fait plaisir de savoir que le loup est revenu naturellement dans les Vosges? Non, ça ne nous a pas beaucoup surpris. C'est quelque chose qu'on attendait, alors pas forcément aussi vite. Ça, c'est plutôt surprenant. Oui, au parc, en tout cas, l'idée, c'est de réconcilier l'homme et la nature. Donc forcément, là, on en voit l'utilité. Quand il y a des petites périodes comme ça de tension, de crise, de questionnement, on s'aperçoit tout d'un coup que des lieux ou des associations ou des intervenants qui peuvent donner une information, c'est important pour que chacun puisse s'approprier le débat sans être trop dans la passion qui entoure le loup. C'est sûr qu'il y a forcément une passion parce qu'il y a des dégâts, il y a des gens qui sont blessés, inquiets. Le cauchemar des éleveurs, on peut le comprendre. Mais bien sûr, moi je le comprends d'autant plus que, vous savez, Sainte-Croix, c'est une histoire familiale. Mon père élevait plus de 2000 Texels, hein, des moutons, une race de moutons célèbre. Mais il est vrai aussi, j'aime beaucoup la phrase qui a été prononcée dans le reportage, qui dit « c'est une deuxième chance ». C'est une deuxième chance. C'est d'ailleurs prononcé par un salarié du parc. Voilà, c'est une deuxième chance pour l'homme de faire mieux qu'il n'a pu le faire dans le passé. Est-ce que la réponse systématique, c'est l'extermination ? Je ne le crois pas, sincèrement, je ne le crois pas. Et donc, c'est là où est l'importance, je crois, des associations environnementales, des lieux tels que les nôtres, mais aussi du grand public qui a un rôle à jouer, mais y compris des éleveurs, parce que ce ne sont pas des gens qui, forcément, ont une vision manichéenne des choses. Hein. Ils défendent leurs intérêts, ils ont du stress, ils ont des problématiques qu'on peut comprendre, mais je crois qu'on a évolué, on est moins dans une demande d'extermination, parce que le loup est un symbole. Vous savez, si on extermine le loup, on peut tout exterminer. Si on fait le cortège des espèces qu'on considère comme nuisibles, inutiles, gênantes, problématiques, qui ont des lits de sale gueule, etc., alors là, on ne parle plus de biodiversité du tout. Et il faut qu'on fasse très, très attention. L'opinion publique, le regard de l'opinion publique sur le loup va avoir un rôle, comme on a pu le voir pour l'ours, par exemple, dans les Pyrénées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est, on va dire, adopté par l'opinion publique, il va pouvoir plus facilement trouver sa place. C'est extrêmement important. Les Romains aujourd'hui sont les fils de la louve. Ils sont extrêmement fiers d'être les fils de la louve. C'est tout sauf le grand méchant loup. On voit bien qu'il n'y a jamais eu un œil totalement objectif ou neutre sur cet animal. Il a été ou totalement idéalisé ou totalement diabolisé, avec toutes sortes de mauvaises raisons. Il est les espèces de recueils, de reflets de la vie de l'homme. Quand il y a des problèmes de religion, on prend le loup comme symbole. Rappelez-vous aussi que nous sommes une religion catholique dominante en France et que le Christ est le berger. Et le berger n'aime pas le diable, il n'aime pas le loup. Donc vous voyez toute la symbolique extrêmement forte. Et puis rappelez-vous quand même Bruno Bettelheim, la psychanalyse des contes de fées, le grand méchant loup, voir le loup pour une jeune fille. On cherche à prévenir les enfants de risques qui finalement sont des risques pédophiles. Et finalement on choisit le loup pour symboliser. Donc on a une approche culturelle de l'animal. Et donc il faut faire très très attention à ça. Et d'où le rôle que nous pouvons jouer les uns et les autres dans l'information, y compris d'ailleurs dans la qualité de ce reportage, qui permet de poser un certain nombre d'éléments objectifs. Alors, vous parliez d'opinion publique, effectivement, il faut voir la dimension symbolique. Il y a après aussi sur le terrain, concrètement. Là, on a un cas d'école, on va dire, c'est du déjà vécu. Dans d'autres régions, le loup arrive et puis c'est la panique. C'est effectivement la panique parce qu'il bouscule un ordre établi. Il avait disparu de France depuis assez longtemps. Donc on a un petit peu oublié la protection des troupeaux. C'était très simple pour les éleveurs. Il suffisait de monter les troupeaux au début de l'estive, puis de venir les rechercher à la fin. Et puis on faisait le total. On était gagnant-gagnant parce que pendant l'été, on a travaillé à l'usine ou on avait un autre emploi. Donc c'était gagnant-gagnant. Un Vosgien dit bien qu'il a abandonné son mi-temps de nuit pour surveiller ses brebis. Voilà, donc il y a une perte financière aussi pour lui importante. Voilà, donc ils ne travailleront plus avec le loup comme ils ont travaillé sans le loup. Le loup est effectivement une contrainte en plus, mais ce n'est pas là l'origine de toutes leurs difficultés. Et exterminer le loup ne les sortira pas de l'ornière économique dans laquelle ils sont aujourd'hui. C'est un prétexte, vous pensez, parfois? C'est la variable la plus facile à ajuster. Essayer de réfléchir comment on peut valoriser notre production française, qui est une production de qualité, avec des moutons qui sont élevés à l'extérieur. Essayer de trouver de l'agneau français dans vos supermarchés, c'est extrêmement compliqué. On trouve par contre très facilement de la viande néo-zélandaise. Et donc là, ça demande beaucoup plus de réflexion et des solutions beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre pour les élus,
et pour les représentants agricoles que vraiment réfléchir comment on fait aujourd'hui pour valoriser cette production française. Et donc on se dit très simplement, ben voilà, on va exterminer le loup, comme ça tout redeviendra normal. C'est vraiment juste un prétexte. Alors cet éleveur, peut-être bouc émissaire, prétexte, je ne sais pas, peut-être un bouc émissaire, une fois de plus. Il a souvent joué ce rôle, hein, le loup, le rôle de bouc émissaire. C'est vrai qu'il y a un grand malaise dans ce milieu qui n'est pas reconnu suffisamment, hein, ça c'est vrai, et qui a des difficultés réelles. Et c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase parfois, et ça en devient le symbole, quoi. Et moi, je peux comprendre véritablement ça, étant, je rappelle, du monde rural, et c'est vrai que c'est souvent la petite goutte d'eau, mais c'est vrai que des contraintes, il y en a toujours eu, et en fait, tout a basculé il y a fort longtemps. Vous savez, nous étions cueilleurs, chasseurs, nous avions le même comportement que le loup, et c'est même en l'observant qu'on a appris des techniques de chasse, c'est même en l'observant qu'on s'est dit, tiens, ce serait intéressant finalement d'avoir des loups avec nous, parce qu'ils ont des techniques de chasse formidables. Il y a même eu des chasses qu'on appelle les chasses d'opportunité, c'est-à-dire que l'homme a observé le loup, puis a pu finalement profiter de traques des loups pour capturer ses propres proies, etc. Et d'où toute l'histoire de la domestication. Et puis après, le monde a changé, l'homme a asservi la nature. Je veux dire, aujourd'hui, l'homme, c'est tout le problème de la place de l'homme dans la planète. C'est ça l'écologie, c'est le rapport. Alors est-ce qu'on peut continuer à raisonner de la même manière qu'il y a un siècle? Je ne crois pas. Mais pour en revenir à l'exemple concret, là, on voit cet éleveur à la fin du reportage qui leur met du déodorant, installe des radios dans la forêt. C'est des solutions qui peuvent fonctionner. Enfin, il a l'air quand même désespéré. Est-ce qu'à un moment donné aussi un besoin d'accompagnement? Ah oui, et la réglementation française aujourd'hui prévoit cet accompagnement. Donc l'État prend en charge les frais pour la mise en place des chiens de protection, pour délivrer les filets de protection, finance les postes d'aide berger. Mais effectivement, tout ça, ça demande d'avoir envie de le faire et de comprendre pourquoi on doit le faire. Donc il faut vraiment que les éleveurs comprennent que pendant qu'ils vont perdre du temps, je veux dire, à hurler au loup, le loup gagne du terrain en fait, et il va profiter du fait qu'on parle de grandes discussions, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre. Vraiment, il faut squeezer cette étape et se dire comment on fait aujourd'hui pour cohabiter avec cette espèce. Et les techniques aujourd'hui, on a un bon retour d'expérience de ce qui se passe dans les Alpes, donc appliquons-le le plus vite possible et ne perdons pas de temps en discussion complètement stérile et inutile, parce qu'on aura beau l'exterminer, on est dans un processus naturel, il reviendra, donc ça c'est du temps perdu. Alors vraiment, passons à l'action et très vite. Alors l'action, c'est quoi? L'action, c'est aussi de se mettre autour de la table. On est à l'échelle d'un massif, donc c'est pas forcément évident parce qu'il y a 4 départements concernés, donc 4 préfets. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tout le monde se mette autour d'une table? Voilà, et peut-être que la solution serait peut-être pas forcément de mettre la responsabilité sur 4 préfets, mais de mettre en place plutôt un comité de massif, comme ça se fait pour le Grand Tétras, où on se réunit à 4 départements et on essaie de trouver des mesures, on va dire, de gestion de l'élevage et de l'espèce à l'échelle d'un massif. Ça sera beaucoup plus pertinent parce que le loup, il ne va pas s'arriver. Un jour, il sera dans le Jura, le lendemain, il sera dans les Vosges. Donc, il faut vraiment réfléchir globalement. Alors, ce loup, pour l'instant, on sait qu'il y en a un. Il y en a peut-être plusieurs, on n'en sait rien. Pierre Singer, le loup tel qu'il est là, on ne sait même pas s'il va rester finalement. Enfin, la question se pose. Est-ce qu'il est installé? Est-ce que c'est pour l'instant un grand point d'interrogation? Vous savez, quand on a comme ça 30 ans de médiation avec le grand public, on apprend très vite à être très humble, très modeste. Vous savez, il y a des grandes règles naturelles qui ont toutes des quantités d'exceptions. Là, on est véritablement dans un domaine où il faut avoir beaucoup de modestie, une approche extrêmement humble. Il y a des choses qui sont extrêmement scientifiques, qui sont démontrées, qui sont prouvées, les attaques, les prédations, plein de choses. Mais après, le comportement du loup n'appartient qu'à lui. Et d'abord, ce qui serait intéressant, c'est... Vous savez, on a quand même eu déjà la bête des Vosges numéro 1, la bête des Vosges numéro 2. La bête des Vosges numéro 2, on s'est aperçu à la fin, et Dieu sait que moi, j'avais longtemps émis beaucoup de doutes et de scepticisme. On s'est aperçu que c'était un loup, en tout cas en termes d'ADN, mais en termes comportemental, il avait un tel comportement que moi j'avais utilisé l'expression que c'est un loup qui avait vu l'homme de trop près, quoi. Donc aujourd'hui, il faut quand même qu'on ait un peu plus de certitude sur l'origine. On sait que tout aujourd'hui tente à prouver que c'est
la poursuite de la colonisation, que ce sont bien des loups sauvages, mais il faut se falloir méfier, parce que observer. dans le monde de la zoologie, nous on sait aussi, on a des appels beaucoup plus réguliers que vous l'imaginez, de gens qui souhaiteraient acquérir des louveteaux, il y a une passion qui entoure cet animal qui est telle qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des choses absolument incroyables. Alors je n'y crois pas, hein, sincèrement, hein, je crois que dans ce cas-là, mais c'est quand même assez curieux, cet animal qui est seul. On sait que le loup vit en meute, il a des va lui falloir besoins des quand compagnons même, pour survivre. de vivre en meute. J'ai envie de vous demander, on est presque déjà un petit peu à la fin de l'émission, important, l'hiver arrive. Oui, ça sera sans doute une bonne période pour essayer d'en savoir un petit peu plus et notamment récolter du matériel génétique qui permettra d'avoir une preuve quasiment certaine que c'est bien du loup qui est présent et qu'il est toujours présent. Il va falloir qu'il apprenne aussi à se comporter autrement. Les brebis vont rentrer à la bergerie, là. Ah oui, mais donc il va retourner vers ses proies naturelles. Voilà, là il va au plus simple, on lui offre un garde-manger ouvert, donc il va au plus facile, effectivement. C'est plus facile de courser un mouton qu'un chamois. D'accord, le loup dans les Vosges, on va pouvoir continuer à le suivre sur France 3 Alsace notamment, parce qu'il y aura forcément encore des passages, des reportages. C'est une question qui n'est pas terminée. Je pense que dans un an, il sera intéressant de refaire le point peut-être sur la présence du loup dans les Vosges. En tous les cas, n'oubliez pas, si vous voulez revoir cette émission et revoir le magazine consacré au retour du loup dans les Vosges, sur le site de France 3 Alsace, rubrique La Voix est libre, vous pouvez accéder à toutes les émissions qui ont été diffusées sur notre antenne. La semaine prochaine, dans La Voix est libre, vous retrouverez Caroline Kellner qui animera un débat sur la réforme des communautés de communes. Peut-être un dernier mot pour le loup, je ne sais pas. C'est le prince de l'adaptation. Donc on peut s'inquiéter pour les éleveurs, un peu moins pour le loup, je crois quand même. Oui, et puis pour une fois qu'il y a une espèce qui revient et qui s'occupe de reconquérir ses territoires tout seul, on va dire qu'on est plutôt content. Bien, on va essayer à chacun de trouver sa place avec le loup. Je vous souhaite un excellent week-end sur France 3. À bientôt.